Dans les années 1970, Ted Bundy est attribué au meurtre de dizaines de femmes et de filles à travers le pays. Il a décapité au moins 12 victimes et s'est évadé de prison à 2 reprises. Depuis l'aube de l'histoire, les tueurs en série rôdent dans nos quartiers, laissant derrière eux la terreur. Mais il y a des tueurs dont la cruauté choquante et la soif de sang font paraître d'autres presque inoffensifs en comparaison. Ce sont les tueurs en série les plus effrayants et véritablement diaboliques de l'histoire, dont les actes horribles ont choqué le monde et laissé une empreinte inoubliable sur la société. Leurs actes dépassent l'entendement commun, les inscrivant parmi les plus grandes figures de l'horreur. Plongés dans l'histoire effrayante du tueur en série le plus diabolique de l'histoire. Dans une ville égyptienne, une activité inquiétante agite les rues et, étrangement, des entreprises tirent profit de l'héritage effrayant d'un des tueurs les plus notoires du pays, Ramadan Abdel Rahim Mansour, surnommé El Turbini. Des restaurants qui vendent des sandwichs qui portent son nom, aux boucheries qui portent son nom de côtelettes d'agneau, et même les chauffeurs de take-take qui font la promotion de leur manège comme El Turbini, toute la ville semble être enveloppée par cette figure terrifiante. Plus qu'un criminel, Mansour est un tueur de sang-froid issu de milieux pauvres et négligés. Il a grandi dans les rues accidentées du Caire et a rejoint très tôt un gang violent. Une fois établi dans l'arène criminelle, il plonge dans des actes encore plus macabres. Il dirige une bande qui chasse les enfants sans abri et fugitifs, dont la plupart ont entre 10 et 14 ans. Mansour attire ses victimes dans les trains, les drogue, les attaque et finalement les assassine, parfois jetant leur corps sur les voies ferrées pour donner l'impression que c'était un accident. Lui et ses complices opéraient dans plusieurs villes égyptiennes, d'Alexandrie à Gizeh. De manière choquante, Mansour a admis avoir tué 32 enfants, mais les enquêteurs pensent que le vrai nombre pourrait être plus élevé. Le surnom de El Turbini vient de son habitude de sauter dans des trains en mouvement, les utilisant souvent pour échapper aux scènes de crime. Son arrestation en 1926 a choqué toute l'Égypte. Pourtant, en quelque sorte, son nom est devenu une légende urbaine, mêlant horreur, curiosité et désormais inquiétante attraction commerciale. Dans les années 1920, Moscou cachait un sinistre mystère. Les gens continuent de disparaître. Puis, comme une horlogerie, leurs cadavres apparaîtront le lendemain près du marché animé des chevaux de la ville. La panique gagna rapidement la ville entière, semant effroi et désarroi. Pendant un moment, personne ne savait qui était derrière ces meurtres. Les soupçons tombent sur une figure improbable, un marchand de chevaux doux nommé Vasily Komarov, modifiant totalement les choses. Pour le public, Komarov semblait être simplement un autre homme essayant de survivre dans la Russie post-révolutionnaire, un pays ravagé par la guerre civile et la misère généralisée. Mais lorsque les enquêteurs fouillent ces modestes écuries, ils découvrent un secret nauséabondant. Sous un tas de foin, un sac ensanglanté contenait un corps prêt à être jeté. Et ce n'est que le début. Les autorités ont rapidement découvert que Komarov n'était pas seulement un marchand de chevaux. Il a transformé le meurtre en une routine cruelle. Il mettait des annonces pour la vente de chevaux dans le journal local. Une fois sur place, il les conduisait dans ses écuries, leur offrait de la vodka, puis les tuait impitoyablement, souvent à l'aide d'un marteau ou par strangulation méthodique. Sa femme Sofia a aidé à dissimuler le crime en nettoyant les lieux et en cachant le corps. Komarov a finalement avoué 33 meurtres, mais le nombre réel pourrait être plus élevé. Au procès, il a montré peu de remords, parlant de ses crimes avec un détachement effrayant. Incarcéré, il tenta plusieurs suicides avant son exécution en 1923. Tiago Enrique Gomez de Rocha, surnommé Beauty Killer, est un serial killer impitoyable qui horrifia le Brésil avec ses crimes terrifiants. Avant de commettre chaque meurtre horrible, il tendait une embuscade à ses victimes au milieu de l'isolement. Sa stratégie est simplement glaçante. Il crierait le vol pour les confondre, les laissant geler dans la peur. Il les volait pendant qu'ils resteraient là gelés. Mais ses méthodes de meurtre ne s'arrêtent pas là. Après avoir volé ses victimes, Gomez sort un revolver et les tire à bout portant, généralement dans un lieu public, sans faire preuve de pitié. L'un des survivants, une femme qui a réussi à échapper à ses griffes, s'est adressé plus tard à la presse et a révélé des choses inquiétantes que Gomez avait prononcées lors de l'attaque. Il se moquait d'elle et disait « Tu me regardes au visage, tu me regardes dans les yeux. Quoi, tu me trouves jolie? Dis-moi que je suis belle.
Son besoin étrange, presque psychopathique d'affirmation est tout aussi terrifiant que le meurtre lui-même. En seulement 7 mois, Gomez a coûté la vie à 39 victimes. Ses cibles sont principalement les femmes, les sans-abri et les travestis, les personnes les plus vulnérables de la société. Sa capacité à se déplacer inaperçue dans la société pendant de longues périodes a suscité des craintes généralisées, notamment à São Paulo, où la plupart de ces meurtres ont eu lieu. Les victimes vivent souvent en marge, sans les mêmes protections que les autres, ce qui les rend faciles pour des gens comme Gomez. En 2016, Gomez a été condamné à 25 ans de prison pour ses crimes horribles. Cependant, à seulement 35 ans, sa peine signifie qu'il pourrait être éligible à la libération conditionnelle à l'avenir. Fernando Hernández-Lea est généralement considéré comme l'un des tueurs en série les plus redoutables du Mexique, dont les crimes sont si effrayants qu'ils ont même éclipsé la brutalité de nombreux cartels de la drogue notoire. Ce qui fait Hernandez se distinguer dans l'histoire criminelle, c'est qu'il n'a pas tué pour des raisons typiques telles que la vengeance, l'avidité ou la colère. Au lieu de cela, il tue uniquement pour son divertissement tordu. L'évaluation psychologique révèle que Hernandez a eu un plaisir pervers dans son acte meurtrier, ce qui illustre son manque choquant d'empathie et son profond malaise intérieur. Les psychologues criminels étudient fréquemment son cas en raison de son effarante insensibilité à la douleur et à la vie humaine. La carrière criminelle de Hernandez débute au commencement des années 1980, avec une arrestation initiale dès 1982. Il a été arrêté à nouveau en 1986, mais ce n'est qu'en 1999 que son nom a vraiment fait la une des journaux. Lors de cette arrestation, Hernandez a reconnu un nombre étonnant de 100 meurtres, bien que les experts pensent que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Sa carnaval de meurtres s'est étendu à travers 5 États du sud du Mexique, dont Guerrero, Chiapas et Oaxaca, où il est soupçonné d'avoir tué au moins 137 personnes. Malgré la gravité de ses crimes, il n'a été reconnu coupable que de 33 chefs, ce qui soulève une question inquiétante. Hernandez a-t-il exagéré le nombre de victimes pour la notoriété, ou est-il vraiment incapable de se souvenir de l'ampleur complète de son effusion de sang? Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une raison de célébrer, mais dans le cas de John Wayne Gacy, beaucoup de gens ont le sentiment que justice a enfin été rendue. Gacy, souvent surnommé le clown tueur, est l'un des tueurs en série les plus effrayants des États-Unis et cache un terrible secret derrière une vie apparemment normale. Son premier meurtre a eu lieu en 1972. Il a ramassé une jeune prostituée masculine, satisfait ses désirs tordus, puis se débarrasse des preuves. Dès lors, les choses ne font que s'assombrir. Gacy a une dépendance inquiétante au meurtre, mais ce qui le rend particulièrement effrayant, c'est la mesure dans laquelle il cache son vrai moi. Pendant la journée, il était un membre respecté de la communauté. Il s'est impliqué dans la politique locale et a même serré la main de la première dame Rosalynn Carter lors d'un événement électoral, souriant sur les photos comme n'importe quel citoyen fier. Mais derrière ce sourire se trouve un homme capable de faire des maux inimaginables. Ce qui est encore plus choquant, c'est que Gacy aime se déguiser en clown pogo pour se produire lors des fêtes et divertir des enfants malades à l'hôpital. Le clown? Il n'y a rien à craindre. J'apporte du plaisir, de la joie et du rire dans ce monde. Il a plaisanté en disant que les clowns pouvaient s'en sortir. Personne ne sait à quel point cette blague est vraie. En 1978, l'effondrement a commencé quand Robert Pister a disparu après avoir parlé à Gacy de son travail. Les soupçons ont grandi et la police a obtenu un mandat pour fouiller la maison de Gacy, découvrant l'horreur. Ce qu'ils ont trouvé était terrifiant. 29 garçons et jeunes enterrés dans ses propriétés ou cachés sous la maison. Les mots effrayants de Pedro Lopez à la police en 1969. Je suis le pire des pires, le plus bas des plus bas, et peut-être même un animal complet, en disent beaucoup sur l'obscurité qui se trouve en lui. Après avoir été arrêté pour vol de voiture, il a commencé son voyage de l'horreur. En prison, il est brutalement attaqué par 3 de ses compagnons de détention, une expérience qui semble réveiller un monstre terrible en lui. Après avoir tué son agresseur, ce qui était initialement considéré comme un acte de légitime défense, n'a entraîné que quelques années supplémentaires d'emprisonnement. Cependant, lorsque Lopez a été libéré, il est devenu encore plus maléfique. En Colombie, en Équateur et au Pérou, il a entamé son règne d'horreur, violant et tuant de nombreuses jeunes filles.
Ses crimes lui ont valu le surnom de monstre des Andes, du nom des montagnes qui traversent ces pays. En 1969, une inondation soudaine révèle les corps de 4 victimes. Ces actes horribles sont encore révélés lorsque Lopez tente d'adopter une autre fille, seulement pour être arrêté par une mère courageuse. En peu de temps, son nombre de meurtres a atteint 3 chiffres. Reconnu coupable de 110 meurtres et ayant plaidé coupable de 204 autres. De façon choquante, en 1995, Lopez a été libéré pour bonne conduite. Il a été tenu de se présenter à la police chaque mois. À la surprise générale, il ne respecte pas ses conditions. Depuis, il est introuvable, laissant planer le doute qu'il soit toujours en vie aujourd'hui. Ted Bundy est l'un des criminels les plus effrayants de l'histoire américaine, non seulement à cause de ce qu'il a fait, mais aussi à quel point il semble normal. Dans les années 1970, Ted Bundy est attribué au meurtre de dizaines de femmes et de filles à travers le pays. Il a le look, le charme et la confiance de quelqu'un en qui vous ferez confiance immédiatement. Il étudie le droit, fait du bénévolat pour la ligne de suicide et sort même avec des femmes qui ne connaissent pas son côté obscur. Mais derrière cette image élaborée se cache un tueur de sang-froid. Lors des interviews, Bundy se montre calme et éloquent, mais de temps en temps son masque glisse et quelque chose de diabolique apparaît. Juste un clignotement, mais assez pour déranger quiconque regarde de près. Le Dr. Thomas Wigg, professeur de psychologie à l'Université du Kentucky, dit qu'il sait comment manipuler les autres facilement. C'est une psychopathie dans les manuels. Il porte le masque de la raison, dit-il. Cela signifie qu'il s'intègre dans la société en faisant semblant d'être comme les autres jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les mensonges et les manipulations de Bundy l'ont aidé à échapper à la loi plus d'une fois. Il a été arrêté à plusieurs reprises et a même réussi à s'échapper à 2 reprises. Dans l'une de ses évasions, il s'est enfui en Floride où il a continué à assassiner brutalement d'autres femmes. Il a décapité au moins 12 victimes et s'est évadé de prison à 2 reprises. Cela incluait également 2 membres d'une sororité. Bien que Bundy ait avoué 30 meurtres, les enquêteurs pensent que le vrai nombre pourrait être beaucoup plus élevé, probablement plus de 100. Il a été exécuté en 1949, mais de nombreux détails de ses crimes restent inconnus. Bundy a été condamné à mort et est mort en 1989 sur la chaise électrique en Floride. Avant de mourir, Bundy a déclaré qu'il voulait être étudié afin que les scientifiques puissent comprendre l'esprit d'un tueur comme lui. Une nuit froide et étrange dans les années 1990, quand une femme rentrait seule après une soirée agréable. Une voiture de police s'arrête à côté d'elle. Le policier à l'intérieur sourit et lui propose un tour. Cela ressemble à un geste de bonne volonté de quelqu'un pour protéger les gens en sécurité. Mais au fil du temps, son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Il ne s'est pas dirigé vers sa maison. Elle ne rentrera jamais chez elle. L'officier en question était Mikhail Popkov, un homme terrifiant dissimulé derrière un uniforme de police. Pendant la journée, il ressemble à un policier qui travaille dur, mais au fond, il est plein de haine, surtout envers les femmes. Il croit avoir une mission tordue, qui est de nettoyer les rues des femmes qu'il juge immorales. Il a commencé en tant que travailleur du sexe, mais bientôt toute femme qui assistait à une fête, buvait de l'alcool ou se promenait seule la nuit devenait sa cible. L'orgie de meurtre de Popkov aurait pu se terminer il y a des années. La plupart des victimes de son agression sexuelle étaient des femmes, âgées de 18 à 50 ans. Une de ses victimes, une jeune fille de 15 ans, a survécu à une agression brutale, a été battue et laissée mourir dans les bois. Elle est rentrée chez elle en quelque sorte et a dit à la police que c'était Tux Daddy qui l'avait blessée. Mais ce qui est choquant, c'est que sa femme, qui est également policier, lui donne un alibi. Ses paroles et les siennes ont plus de poids que les filles et l'affaire a été abandonnée. Au fil des ans, Popkov a perpétré des crimes atroces ayant causé la mort de plus de 78 personnes, potentiellement jusqu'à 100, souvent des femmes. Connu localement sous le nom de Fou d'Angarsk, il a finalement été identifié en 2012 grâce à des avancées dans les tests ADN, révélant l'histoire terrifiante d'un des tueurs en série les plus notoires de Russie. Imaginez quelqu'un qui dit qu'une vie sans meurtre est comme une vie sans nourriture. C'est choquant, non? Ces mots effrayants viennent d'Alexandre Petochkin, mieux connu sous le nom de tueur de plateau. Cet homme n'était pas un criminel ordinaire. C'était un tueur méthodique. À Moscou, dans un parc paisible, Alexandre approchait des inconnus avec un sourire rassurant pour leur proposer une partie d'échecs.
Sa politesse et son attitude charmante masquaient ses intentions. Après avoir établi une confiance initiale, il offrait un verre de vodka près de la tombe de son chien. Pour la plupart, il semblait être un homme esseulé cherchant une connexion humaine. Cependant, lorsqu'ils acceptaient de le suivre sur le chemin ombragé, l'horreur commençait. Soudainement, Alexandre sortait un marteau ou un tuyau métallique, frappant violemment ses victimes avant de traîner leur corps vers un égout proche pour s'en débarrasser. Avant de les tuer avec une hache, un marteau, un couteau, un tournevis et une pelle. Son objectif tordu est de tuer une personne pour chaque carré du plateau. Au total, il y a 64 victimes. Finalement, sa terrible orgie s'arrête lorsqu'il invite une collègue féminine au parc. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle donna secrètement le nom et le numéro de téléphone de son fils Alexander avant de partir. Quand elle a disparu, son fils a appelé la police, bien que Alexander ait nié toute implication dans l'affaire. Les images de CCTV du métro de Moscou les montrent ensemble peu avant sa disparition. C'est la dernière pièce du puzzle. Alexandre Petochkin a été arrêté et, heureusement, la justice l'a attrapé. Floresvaldo de Oliveira, populairement connu sous le nom de Cabo Bruno, a fait un voyage non conventionnel qui l'a transformé d'un policier brésilien en vigilante effrayé. Sa carrière dans la police a commencé avec des idéaux nobles pour protéger sa communauté. Cependant, il est rapidement déçu par le système judiciaire brésilien. Il est frustré par le fait que de nombreux criminels qu'il a arrêtés sont finalement libérés, souvent en raison de lacunes dans la loi ou de peines laxes. Il a toujours senti que les criminels étaient en liberté, ce qui l'a conduit à se désillusionner avec le système et finit par démissionner de la police. Cabo Bruno prend alors les choses entre ses propres mains. Ne plus lié par la loi, il devient un vigilante autoproclamé, traquant les suspects criminels dans la communauté locale. Ses méthodes sont cruelles et laissent peu de place à la pitié. Il est célèbre pour ses tactiques cruelles. Si quelqu'un a un tatouage souvent associé à des gangs, il pense que cela suffit pour déterminer leur sort, sans faire de distinction entre les innocents et les vrais criminels. Ces pratiques impitoyables lui ont valu une réputation redoutable, et il opère dans une sorte de système judiciaire tordu qu'il a lui-même créé. Cependant, sa croisade violente n'a pas duré éternellement. Après son arrestation, Cabo Bruno a été condamné à 113 ans de prison pour meurtre, entre autres chefs d'accusation. Il a purgé 27 ans dans les prisons brésiliennes notoirement surpeuplées, où il a insisté sur le fait que le système judiciaire était trop faible envers la criminalité. En 2012, il a bénéficié d'une libération conditionnelle, mais cette liberté a été écourtée. En 2015, il a été tué dans une embuscade. C'est l'heure de la sélection des abonnés d'aujourd'hui. Dans une petite ville paisible, un meurtrier en série sème l'effroi en tuant pour le plaisir absolu. Il effaçait méthodiquement toute trace pour rester insaisissable. Mais un jour, le FBI a fait une percée dans cette affaire et finit par le trouver. Lorsqu'ils ont fouillé sa maison, les découvertes ont surpassé toute attente. Dans chaque coin de sa maison, 554 cadavres étaient cachés, soigneusement stockés dans ses compartiments secrets. Les habitants de la ville étaient incroyables et incapables de comprendre l'horreur de vivre parmi eux. Le jeu de Hitman Twisted est terminé, mais les sombres secrets de sa famille les hantent pour toujours. Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre un crime aussi inimaginable? En décembre 1989, une lettre parvenue à un commissariat de Lahore, Pakistan, choqua tout le monde par son contenu. Une confession effroyable. Son auteur clamait avoir abusé et tué 100 garçons. La lettre contenait également des indications précises vers son domicile, signé par Javed Iqbal. Ce fut la révélation d'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire. Une fois sur place, les autorités firent face à une scène d'horreur inimaginable. À l'intérieur, ils ont trouvé des fûts remplis d'acide et le corps de la victime se dissout dans un liquide corrosif. Mais ce n'est pas la seule chose dérangeante. Les vêtements d'enfants, les petites chaussures et les jeux de société sont dispersés autour de la maison, les restes inquiets des vies innocentes volées par Iqbal. La preuve la plus effrayante est peut-être le journal d'Iqbal, qui décrit en détail ses crimes odieux, y compris la façon dont il séduisait ses victimes et les méthodes qu'il utilisait pour éliminer leur corps. Le règne de terreur d'Iqbal a commencé au milieu des années 1990, lorsqu'il a promis de fournir un abri et de nourriture aux garçons âgés de 6 à 16 ans, pour les torturer et les tuer. Ces victimes sont généralement des enfants sans abri, ce qui en fait des cibles faciles.
Pendant des mois, il a soigneusement documenté chacun de ses crimes, tous retrouvés dans son journal après son arrestation. Les autorités pakistanaises, exaspérées par ces atrocités, recherchent une forme de justice qui reflète ses actes. Ahmad Suraji, originaire d'Indonésie, est connu dans son village sous le nom de Duken, une sorte de chaman ou sorcier local. On croyait qu'il avait des pouvoirs spirituels, et de nombreuses femmes le rendaient visite tranquillement pour obtenir des conseils sur l'amour, la richesse et d'autres affaires personnelles. À cette époque, il était considéré comme honteux de rencontrer des sorciers, donc ses visites étaient généralement confidentielles. Une nuit, Suraj prétend avoir fait un rêve troublant. À l'intérieur, son père décédé apparaît et lui dit qu'il doit tuer 70 femmes s'il veut acquérir de véritables pouvoirs surnaturels. Aussi étrange que cela puisse paraître, Suraj croit que le rêve est réel et commence à le poursuivre. Profitant de la confiance placée en lui, il a persuadé les femmes de venir à ses chambres de canne à sucre sous prétexte de cérémonie. Une fois là-bas, il les étrangle, enterre leur corps jusqu'à la taille et leur fait tourner la tête vers sa maison. Il pensait qu'ainsi leurs âmes lui transmettraient leur pouvoir mystique. Pendant des années, personne n'a rien soupçonné jusqu'à ce qu'un chauffeur de rickshaw s'est agité après avoir déposé une jeune femme chez Suraji et elle ne revient jamais. Il a alerté la police, qui a fait une découverte terrible. Les corps de 42 femmes ont été enterrés dans des tombes peu profondes sur ces terres. Le reste du pays et, finalement, le monde entier a été choqué. L'affaire a choqué l'Indonésie et a suscité une crainte et une colère généralisée. Ahmed Suraji a été reconnu coupable en 2008 après un procès très médiatisé qui a bouleversé le pays. Garavito est né dans une petite ville colombienne, l'un de 7 frères et sœurs, et a malheureusement connu de nombreuses difficultés en grandissant. Son père le maltraite et Garavito est victime de tortures physiques et émotionnelles. Dans son enfance, le père de Garavito était un homme très abusif. Malheureusement, à mesure qu'il vieillit, il tombe dans le même schéma destructeur et ses désirs plus sombres commencent à prendre forme. À la fin des années 1980, l'obsession de Garavito s'intensifia. Une fois par mois, il désirait blesser des garçons. Il a abusé des enfants tout au long des années 1970, mais ce n'est qu'en 1992 qu'il a franchi une horrible ligne et a commis son premier meurtre. Il s'ensuit une horrible orgie de meurtres inaperçus depuis des années. Garavito cible des enfants vulnérables, souvent des quartiers pauvres, qu'il se fait passer pour prêtres ou moines et leur offre du travail pour les séduire. Les autorités colombiennes ont fait une découverte effrayante près de la ville de Pareja, contenant les restes de 47 enfants. Son obsession portait sur des jeunes garçons, ses victimes privilégiées. Au début, la police soupçonnait qu'un culte ou un gang satanique était derrière ces meurtres et n'imaginait jamais qu'une seule personne serait responsable. Mais Garavito a avoué en personne le meurtre de 140 garçons. Son aveu a ensuite été modifié et le vrai nombre a été considéré comme 189. Face à sa vie en prison, Garavito semble enfin comprendre la gravité de ses actes. Il est considéré comme l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire. Moses Sisal, souvent surnommé le propre Ted Bundy de l'Afrique du Sud, est l'un des tueurs en série les plus redoutables du pays. Mais ce qui le distingue, c'est à quel point il est élégant et charmant. Au lieu de traîner ses victimes de la rue, il les attire avec des promesses d'espoir. Sisal se déguisait en un homme d'affaires à succès et prétendait fournir du travail aux jeunes femmes. Pour donner plus de crédibilité à ses mensonges, il a créé une fausse organisation caritative appelée Jeunesse contre l'abus humain, un nom rempli d'une sombre ironie compte tenu de ce qu'il fait. Ses victimes sont pour la plupart des femmes qui, croyant avoir un nouveau départ, tombent dans son piège mortel. Pendant un certain temps, il a travaillé dans l'ombre, mais en août 1995, les choses ont commencé à s'effondrer. Des témoins l'ont placé avec une des femmes disparues, ce qui a conduit les enquêteurs à fouiller son passé. C'est alors qu'ils ont découvert son précédent crime de viol et la fausse organisation qu'il utilisait pour séduire ses victimes. Satila a admis coupable de tous les chefs d'accusation, incluant cambriolage et agression sur femmes et jeunes filles. Puis il survient un curieux revirement. Sitol contacte calmement une journaliste, Tamzan Kadoub, avouant le meurtre et fournissant un numéro pour être rappelé. Au moment du troisième appel, la police avait retrouvé l'emplacement via un téléphone public, mais Sitol avait disparu.
En fuite et en désespoir, il a tendu la main à son beau-frère pour une arme, mais l'homme a déjà contacté la police. Lorsque Cecil est arrivé, la police est prête. Une bagarre a éclaté et la police lui a tiré 2 fois avant de finalement l'arrêter. C'est pour ça qu'il est venu au tribunal avec une béquille. Pedro Rodriguez Filho, largement connu sous le nom de Dexter brésilien, a vécu une vie de violence et de vengeance qui l'a fait une légende brésilienne. Son orgie meurtrière commence à l'âge de 14 ans, après que son père, gardien d'école, a été renvoyé à tort et accusé de voler de la nourriture, est animé par un profond sens de la justice. Filho pense que son père a été piégé en tirant sur l'adjointe au maire, qu'il tient responsable de l'injustice, mais son désir de châtiment ne s'arrête pas là. Il a aussi hanté et assassiné le vrai voleur. Cet événement marque le début de son sombre chemin. À mesure qu'il grandit, Filho s'installe à Saint-Paul, adoptant une idéologie déformée de Robin des Bois. Il s'en prend aux trafiquants de drogue, les vole et les élimine dans sa lutte contre le crime. Sa violence atteint un pic lorsqu'un gang tue sa compagne enceinte. Convaincu qu'ils étaient responsables de sa mort, il se lance dans une orgie de vengeance brutale qui élimine chaque membre du gang. On estime qu'il a tué au moins 100 personnes au cours de sa carrière criminelle, dont beaucoup sont liées au trafic de drogue. Même après son arrestation, la violence de Filho n'a pas cessé. Lorsqu'il a été menotté et emmené dans une autre prison, il a réussi à tuer un prisonnier tristement célèbre, un criminel toujours détenu dans une camionnette. Sa capacité à commettre de tels actes de violence dans des conditions de haute sécurité n'a fait qu'ajouter à sa terrible réputation. Mais inattendument, Filho s'est réinventé ces dernières années. Devenu une star sur YouTube, il utilise sa chaîne pour dénoncer la violence des gangs et révéler la vie complexe d'un homme autrefois en proie au crime. Quel est votre avis sur ces célèbres tueurs en série que le FBI tente d'effacer de nos mémoires? Partagez vos réflexions en commentaire.